Hey, coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui en ce mardi 22 février pour un nouveau bilan lecture qui sera de nouveau, comme vous pouvez le voir, en live avec les copains. Nous sommes sur Twitch, nous sommes présentement 138 personnes en plein mardi après-midi et ben voilà, ils vont m'accompagner pendant tout ce bilan lecture pour une raison... oui, toute bête, on peut dire que c'est bête. Je me suis rendu compte que une des vidéos qui a fait le plus de vues sur la chaîne, c'était le bilan lecture que j'avais fait en live. Et du coup, j'ai dit aux copains si on se le refaisait. Donc, coucou les copains du chat. Voilà, ils sont là, fidèles au poste. Et donc, eh ben, on va papoter en faisant ce bilan lecture, mais en faisant en sorte quand même un peu que ce soit agréable à vous sur YouTube de le revoir en replay. Donc, je vais interagir avec le chat, mais je vais quand même rester concentrée sur ce bilan lecture. Donc, il était quand même temps parce que j'en suis arrivée à 7 romans dont je dois vous parler. Ça a été plutôt encore une chouette semaine de lecture. Il y a eu une déconvenue sur 7. Deux, on va dire deux bofs et franchement 4 bonnes lectures. Donc voilà, c'est plutôt vraiment pas mal comme bilan. Et donc voilà, avant de commencer, je voulais aussi vous remercier sur l'accueil que vous avez fait à ma vidéo de samedi. Voilà, vous l'avez peut-être vu, j'ai lancé, je l'ai appelé comme ça, le récap de la semaine, parce que normalement c'est un weekly vlog, c'est un vlog du week-end. Je suis pas sûre que tout le monde... Je dis pas que vous êtes vieux, je suis pas en train de dire... Parce qu'on vient parler de EHPAD dans le live. Je ne dis pas que vous êtes vieux, mais je suis pas sûre que toute ma communauté aurait compris le terme weekly vlog. Si, quand même. Bon, c'est pas grave. Je l'ai appelé le récap de la semaine. Comme ça, c'est un titre super explicite. Et voilà. Oulia, merci. Un quoi? Sortez vos sonatones. Un quoi? Non, voilà, au moins un récap de la semaine. On comprend que chaque samedi, je vous ferai donc un récap des lectures, des réceptions et un petit truc blabla. Voilà, donc merci à tous. Ça a cartonné. Au-delà des vues, etc., vraiment, dans les commentaires, vous avez dit que c'était une super idée parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas suivre tous les jours les lives sur Twitch, les lives, les Insta, etc. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous propose de démarrer. Donc, je les ai plus ou moins classés du j'ai pas trop aimé à j'ai bien aimé. Mais là, j'ai surtout mis les deux derniers dans la catégorie oh putain, comment je vais leur parler de ces deux romans. Il y a deux romans, je vais en chier des ronds de carottes pour vous en parler. Donc, je les ai mis à la fin. Voilà, je les ai mis à la fin. Et par contre, je vous ai mis en premier vraiment celui avec lequel ça l'a moins fait. Et malheureusement, celui avec lequel ça l'a moins fait, c'est La Corde de Stefan Aus den Steppen, qui est un Allemand. Vous avez peut-être vu l'adaptation qui a été faite sur Arte, avec Jean-Marc Barr d'ailleurs, tiens, l'acteur du Grand Bleu. J'ai franchement l'a pas compris, une fois plus, l'a pas compris. Merci, oui, à ceux qui mettent des emojis carottes dans le chat. Bon, j'ai pas compris mais je m'en doutais. Je m'en doutais parce que quand on parle dans ce genre d'histoire, je sais qu'on va être entre l'histoire, conte, fable, et que je vais pas forcément accrocher. Ben, ça a été le cas ici. Donc rappelez-vous, je vous disais qu'on est dans un village, un petit village comme ça, une communauté pas très grande, entourée de forêts. Ils vivent surtout de l'agriculture. Et un jour, dans un champ, une corde est là dans le champ, et cette corde, elle part dans la forêt. Et un groupe d'hommes va décider de suivre cette corde dans la forêt pour voir où elle mène. Et donc les hommes vont quitter le village. On va suivre les femmes, comment elles se démerdent. Donc je pense qu'il y a eu toute une métaphore autour, peut-être de la guerre, etc., quand les hommes partaient comme ça, que les femmes étaient toutes seules. J'ai beaucoup pensé à ça, et on va suivre ces hommes. Et bon, je m'en doutais que ça allait finir comme ça. Je peux pas vous dire, mais bon, moi je m'en doutais, et c'est le genre de fin qui ne me plaît pas.
voilà, qui ne me plaît pas du tout. Parce que quand on est comme ça dans un truc, alors c'est pas de la littérature de l'absurde, mais un peu quand même, voilà, cette corde, ils suivent cette corde, ils sont omnibulés par ça, ils quittent femmes et enfants, ils vont même quitter c'est le temps des moissons, ils s'en foutent, ils veulent absolument voir qu'est-ce qu'il y a au bout de cette corde. Donc ouais, c'est un peu quand même de la littérature de l'absurde. Mais moi, quand c'est ça, j'aime bien à un moment donné avoir un truc concret, réaliste, machin, que j'ai pas du tout eu là. Et donc, ben, forcément, pour moi, ça finit en flop, quoi, par rapport à cette fin. Alors, heureusement, c'était pas très long. Ça faisait que 180 pages. Je pense que je suis peut-être passée à côté d'un message philosophico, quelque chose comme ça, politico, philosophico, quelque chose. Mais ben voilà, tu comptes énormément quand même sur la fin, quoi. Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette corde? Et puis voilà. Donc je ressors, ouais, comme tu dis Xavier, dommage, dommage. Franchement, mais c'est dangereux hein, de commencer. Ça m'avait fait un peu pareil avec la lecture Le Puits je crois que c'était un Italien, je vais plus m'en rappeler. Pareil, le pitch de départ était assez intéressant, l'histoire de ces deux enfants qui vivent dans une maison, dans une forêt avec leur mère qui est un peu violente, un peu, voilà, elle les envoie chercher à bouffer, je sais plus, dans le village, et quand ils reviennent, ils tombent dans un puits. Et donc, on suit le désespoir de ces enfants au fond du puits. Donc, pareil, c'était un peu une fable très métaphorique. Et la fin, pareil. Ah, voilà, Ivan Rapilla. D'accord, c'était pas du tout italien. Merci, Eva. C'était espagnol. Et pareil, j'en étais sortie un peu pareil, un peu désabusée. Donc, alors, peut-être que la fin de la série sera différente. Je sais pas. Donc, à voir. Je pense que je vais faire ma curieuse. Je vais aller voir le dernier épisode de la série pour voir s'il propose une fin alternative. Mais bon, voilà. Mais je vous dis, je pense qu'il y avait toute une métaphore autour des gars qui partent, qui laissent les femmes, qui sont omnibulés. Voilà, ce truc des hommes omnibulés par la guerre. Ben là, ils sont omnibulés par cette corde. Ouais, je pense qu'il y a eu toute cette métaphore qui je suis peut-être passée à côté. Enfin, je ne suis pas passée à côté, vu que je suis en train de vous dire peut-être que je l'ai comprise, mais ça m'a pas plu, quoi. Ah, Patricia, tu es en train de dire que la série t'est ressortie pareil, donc je pense que c'est la même fin. J'irai quand même voir. Ensuite, donc, je vous dis, le reste, ça a quand même été plutôt bien, même si les deux, là, que je vais vous montrer, c'était bien, mais ça aurait pu être encore mieux. Donc, j'ai lu Nous sommes l'incendie de Steph Chat, donc chez Sonatine, je crois qu'il est sorti. Oui, oui, il est sorti. Il sortait là en février. Donc, rappelez-vous l'histoire de ce jeune homme noir américain dont la maman, non, la maman, n'importe quoi, dont la sœur a été assassinée pendant les émeutes de 91-92 aux États-Unis, les émeutes de Los Angeles. Et on va suivre une jeune coréano-américaine donc qui vit dans ses parents sont des Coréens qui sont venus habiter aux États-Unis. Ils sont âgés, donc ils ont connu eux aussi les émeutes dans Los Angeles. Et donc on va suivre cette fille, alors elle est un peu âgée, elle a une trentaine d'années, donc cette fille issue de la communauté coréenne d'Amérique et ce garçon qui lui aussi maintenant est adulte, lui aussi il a 30-40 ans, issu de la communauté noire américaine qui a perdu sa sœur dans les émeutes. Donc on va suivre ces deux personnes parce que le roman commence avec l'affaire Rodney King, c'est ça? J'ai un truc, j'aurais dû marquer des noms. Voilà, ça fait ressurgir des choses. Non, surtout le roman commence où la maman de la jeune femme coréenne, elle va se faire tirer dessus. Voilà, le roman commence comme ça, et donc on va partir sur toute une histoire. Alors, ça aurait pu être très intéressant. Là aussi, je me demande si je ne suis pas passée à côté d'un message. Bon, c'est resté très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant de voir comment deux communautés différentes ont vécu les émeutes de Los Angeles en 92. Qu'est-ce qu'il en est resté de ces émeutes? Est-ce que ça a fait changer les mentalités des Américains? Je pense que avec l'arrivée de Trump, ça a montré que non, hein, rien n'avait.
irrémédiablement changé. Et quelles ont été les répercussions de ces émeutes 30 ans après, quand même? Qu'est-ce qu'il en reste pour les familles qui ont vécu ça? Et l'autrice a voulu, qui elle-même est américaine d'origine coréenne, elle a voulu donc montrer ça. Elle a fait le parti de rentrer à l'intérieur d'un microcosme d'une famille noire américaine et à l'intérieur d'une famille coréenne. Donc c'était intéressant d'avoir les deux points de vue. Sauf que moi, j'ai pas trop compris parce que ça va être compliqué sans vous spoiler. J'ai pas trop compris le parti en fait qui a été pris. Je sais pas. En fait, elle a voulu montrer que il y a eu beaucoup d'histoires entre ces deux communautés, justement issues des émeutes qu'il y a eu là-bas. C'est que les magasins et les épiceries, etc., coréennes ont été énormément attaquées par les Noirs américains pendant ces émeutes. Donc voilà, elle parle du racisme en Amérique, mais elle parle aussi du racisme des Noirs américains sur les Coréens et du coup des Coréens sur les Noirs américains. Voilà, ça a été très compliqué. Honnêtement, ça a été très compliqué, mais c'est chiant, je peux pas vous dire parce que c'est lié à un truc qui arrive. Je crois que j'ai pas compris le cheminement de la pensée de l'autrice. C'est très bizarre le petit parti pris qu'elle a pris. Je peux pas, c'est chiant parce que voilà, clairement, elle soutient quelqu'un là et ça m'a étonnée et bon, bref, voilà, c'est un peu compliqué à raconter. Après, honnêtement, moi, ce qui m'a gênée, c'est que je sais pas pourquoi je me suis attachée à aucun des personnages. C'est resté trop. Elle a voulu vraiment en faire une histoire. Elle parle beaucoup de tous les reportages qui étaient sortis à l'époque. Elle parle beaucoup des. Voilà, c'était le début en 90, le début où les télés montraient les, euh, les caméras de surveillance, etc. Donc elle parle beaucoup de ça, ce qu'on voyait, etc. Le début, voilà, du journalisme à sensation, comme ça, etc. Elle parle beaucoup de ça, elle parle beaucoup des faits, elle parle, je sais pas, moi j'ai pas su m'attacher. Les deux surprises, les deux pseudo-révélations qui arrivent, on les voit quand même assez vite arriver. Après, je sais pas si elle voulait vraiment faire deux twists. Je suis pas sûre que c'était l'intérêt. Mais je sais pas, j'en suis ressortie avec un côté assez neutre. J'ai pas détesté, j'ai pas surkiffé. Je reste plutôt neutre. Quand même l'impression d'avoir regardé un reportage télé. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était un reportage conséquence aujourd'hui des émeutes de Los Angeles. Voilà, faut vraiment se remettre dans le contexte. Hein. Los Angeles à 92, c'était presque la guerre. Hein. Il y a eu, d'ailleurs, le conflit s'est arrêté avec l'entrée je crois que c'est l'armée américaine. Hein. L'armée américaine elle-même, je crois même, je me demande s'il n'y a pas eu des images avec des tanks. Pratiquement des tanks qui sont arrivés au bord de Los Angeles. Voilà, c'était vraiment un conflit terrible. Hein. Vraiment, vraiment, l'armée américaine a dû intervenir pour stopper le conflit. Ça a été 8 jours de terreur. Voilà, il faut vraiment tout remettre dans le contexte. Et ben voilà, c'est comme si c'était un reportage. 30 ans après, que reste-t-il des émeutes de Los Angeles avec ce parti de ne parler que des Noirs américains et que des Coréens. À aucun moment on ne croise un blanc américain lambda. Voilà, ça aussi, c'était un parti pris un peu bon. Donc voilà, je ressors plutôt contente de l'avoir fait, de l'avoir lu, pardon, parce que c'est une thématique qui me touche beaucoup. C'est très compliqué là-bas, la diversité communautaire aux États-Unis, qui pour certains trucs gère peut-être mieux que nous, mais pour d'autres gère peut-être moins bien. Après voilà, il y a tout un historique assez lourd hein, là-bas. Et voilà, pour ça, j'ai pas été bluffée. La thématique est vraiment là, mais peut-être trop documenté, peut-être trop. D'ailleurs, à la fin, elle donne tout un listing de documents, voilà, allez voir telle vidéo, vous verrez que, voilà, c'est clairement ça. Cette impression quand même d'avoir lu une pseudo-thèse. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'attachement au personnage qui peut-être aurait dû être là. Donc voilà, c'était sympa, mais j'aurais voulu avoir plus d'émotion. Voilà.
Et un petit peu pour les mêmes raisons, je suis contente d'avoir eu sa lecture, mais j'en ressors pas aussi émotionnée que je l'aurais voulu. J'ai donc lu La fin des hommes de Galmaster. J'hésitais à vous le chroniquer là parce qu'il sort que le 10 mars, je crois. Mais bon, tant pis, sinon après je vais plus m'en rappeler. Donc j'ai quand même postité, donc c'est quand même qu'il y a beaucoup de choses positives dans ce roman. Je le trouve tout d'abord magnifiquement bien écrit, ce qui est déjà une bonne chose. Donc dans ce roman de Christina Sweeney Bird, on est dans un roman d'anticipation où on imagine donc qu'un fléau va arriver. Là, ça part notamment d'Écosse, Écosse, Angleterre, Europe, Amérique, etc., Asie. Et c'est un virus un petit peu qui se transmet un peu comme le Covid. Dans le prologue, l'autrice parle beaucoup, enfin beaucoup, elle parle du Covid, comment elle a vécu le Covid. Et il y a beaucoup d'allusions au Covid dans ce roman. Je pense que ça a eu un impact sur elle, qu'elle a voulu un peu recracher comme ça. Et donc voilà, imaginez que c'est un Covid, mais alors beaucoup plus virulent, hein, tous ceux qui le chopent, ils en meurent, hein. Heureusement, le Covid, tout le monde n'en est pas mort. Par contre, c'est un virus qui ne s'attaque qu'aux hommes. Voilà. Si tu le chopes, cette espèce de grippe, si tu es un homme, tu as 90% de mourir, puisque 10% des hommes vont être naturellement immunisés contre ce virus. Et donc, l'autrice va nous faire un espèce de panel de personnages féminins. Donc voilà, sachez que dans ce roman, on va principalement suivre des personnages féminins. Le seul homme qu'on va suivre, c'est un... Alors, comment ils appellent ça? Je ne connaissais pas ce terme. Un masculiniste. Donc voilà, un homme qui veut affirmer son côté masculin et en gros, c'est surtout pour emmerder les féministes, hein. Voilà, un masculiniste, mais on le voit que 3 pages. En fait, il va écrire un blog et il se demande, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Que va être ce monde régi par les femmes? Ça va être une horreur! Voilà, mais il est que sur 2 pages, sinon on n'est qu'avec des femmes. Et donc voilà, elle nous fait un portrait comme ça de ces femmes qui vont voir le virus arriver. On va voir une docteure, donc la doctoresse qui va avoir le patient zéro, donc qui arrivait en Écosse. Et donc voilà, on va suivre toutes ces personnes-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de personnages à suivre? Si, honnêtement, il y en a eu beaucoup trop. On est sur une douzaine de femmes que l'on va suivre. Alors c'est bien parce que du coup, tu as tout un panel de femmes. Voilà, la femme célibataire, la femme qui avait un fils et un mari, donc elle est mal barrée, elle sait que peut-être potentiellement ils vont plus être là. La femme par contre qui avait que des filles, une femme qui a 3 filles, donc elle était cool Raoul pendant l'épidémie. Voilà, des célibataires, un couple de femmes lesbiennes, voilà. C'est bien parce qu'on a eu tout un panel de personnages comme ça, mais moi, quand je suis dans une histoire comme ça, où il y a tout un panel de femmes comme ça, ben, tu as du mal à, à avoir de l'émotion, de l'empathie. Tu t'accroches moins à une d'entre elles, en fait. Ça a été ça le problème avec ce roman. Et puis surtout, finalement, on va être dans un récit très factuel, puisque, je regarde pas le chat, puisque ça va être surtout relater comme ça des faits. Voilà, on est au point zéro, ça commence, l'épidémie, le docteur va trouver, on va suivre une journaliste, machin. Jour 1, jour 3, jour 4. Ils sont pas sympas les copains dans le chat. Et voilà, c'est resté très factuel, c'est-à-dire une accumulation de faits. Et du coup, bah, pareil que le roman précédent, très peu d'émotions, très peu d'émotions. Alors oui, un peu sur voilà, quand un tel, ben, la personne qui, d'ailleurs, c'est celle, Catherine, c'est celle avec laquelle peut-être je me suis plus accrochée, qui avait donc un mari et un fils, elle va perdre les deux, donc oui, évidemment, l'émotion, etc. Mais voilà, c'était trop dans l'accumulation juste de faits, ça a manqué quand même d'un enjeu narratif. Putain, je sors les mots aujourd'hui entre factuel et enjeu narratif. Ouais, ça a vraiment manqué d'un certain enjeu narratif. Et voilà, pareil, j'ai l'impression d'avoir lu une thèse de bah, qu'est-ce qui se passerait demain s'il n'y avait plus que des femmes. Et encore, c'est con parce que vraiment,
le jour d'après, parce que voilà, on va être au jour d'après de ce truc, ben, elle le met sur 2 pages, en fait. De finalement, voilà, on va être avec je crois que c'est 40 ans, 30 ans plus tard, avec un homme un garçon, ouais, qui n'a pas connu le monde d'avant, et on voit pas trop, en fait, ce qui va rester de ce monde. Uniquement de femmes. On le voit, alors oui, évidemment, hein, les trucs logiques, baisse de la criminalité, presque la fin des extrêmes, des extrémistes, la fin surtout des terroristes. Oui, tout ça c'est mieux. Pratiquement plus aucun accident de la route, plus plein de bonnes choses. Mais voilà, elle le dit en 2 pages. Moi, j'aurais voulu plus, en fait. Je sais pas, j'aurais voulu que la moitié du roman se passe ce jour d'après. Là, on va être vraiment que au moment où il y a le virus. Voilà, il y a que 3 pages à la fin sur le monde d'après. Et c'est bête. C'était un peu bête parce que j'aurais voulu, moi, découvrir ce monde sans hommes. C'est ce que je reproche à chaque fois à ce genre de roman. Et ouais, j'arrive à rester concentrée. Vous n'êtes pas gentil dans le chat. Donc, putain, peur. Olaf, marre-toi, toi. Olaf, chut, arrête. Je vous donnerai un petit gâteau. Et Sam, tu peux lui ouvrir la porte là-bas? Sam, s'il te plaît. Ça, on serait tranquille. Non, j'ai pas du tout fait flipper. T'as vu, grâce à lui, on reste concentré. Hein, putain. Ne t'égare pas. Donc voilà, je ressors aussi avec une certaine neutralité sur ce roman. J'ai bien aimé. Alors pareil, on n'est pas... Ouais, mais si, finalement, la fin des hommes... Ouais, je sais pas, j'aurais voulu vraiment rester plus longtemps dans ce monde, enfin, sans hommes, où il ne reste que 10% des hommes. Ben non. Justement, le roman s'arrête où voilà, ça y est, on est dans ce monde uniquement de femmes, donc c'est bête. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Donc voilà, là, on a juste suivi Ouais, j'avais pas aimé non plus le pouvoir. Eva, si tu parles bien de ce livre où les femmes, elles ont le pouvoir d'électricité, c'est ça? J'avais pas aimé. Putain, j'arrive pas à trouver un bon roman qui nous parle de cette thématique où finalement les femmes seraient majoritaires sur la Terre, mais vraiment, imaginez quoi, vraiment le truc, mais plus en profondeur et plus longtemps, quoi. Donc là, on va juste suivre le virus, comment il arrive, comment on va essayer de faire un vaccin. Voilà, en fait, j'ai l'impression qu'elle a un peu suivi ce qui s'est passé avec le Covid, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La réaction des gens, comment on était traumatisés, enfermés chez nous. Voilà, ça a été un peu une allégorie du Covid. Putain, une allégorie. Alors, factuel. Enjeu narratif, allégorie. On est chaud patate, là, niveau vocabulaire. Hein. Je suis au maximum. Je ne pourrais pas faire plus dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est resté peut-être une allégorie du Covid et voilà. Donc... Peut-être, Stéphanie, clairement, il peut y avoir un tome 2 ou vraiment dans ce monde d'après. Et voilà, c'est ça que moi que je m'attendais. Et bon. Mais c'est resté quand même très intéressant aussi. Et surtout, la plume était très très belle. C'est un primo-roman, donc on va pas non plus, mais la plume était très très belle. Et donc ensuite, ferme la porte s'il te plaît, Sam. Non mais garde les chiens. Prends les chiens et ferme la porte s'il te plaît. Voir le chat là-bas, Olaf. Voir le chat là-bas. Mais non, pas là, là-bas. J'ai le chien le plus stupide, tu sais, c'est Rantanplan, le chien le plus stupide de l'Ouest. Là, c'est le chien le plus stupide d'Auvergne. T'aboies pas, hein, s'il te plaît. Donc voilà. Ouais, on va l'écrire avec Eva, on va l'écrire ce bouquin avec Eva. Voilà. Donc, les 4 prochaines lectures ont été franchement des lectures très, très plaisantes. Donc, les 2 prochaines dont je vais vous parler, c'est du thriller français. Alors, moi, j'ai toujours... Ouais, palindrome aussi, on l'a dit tout à l'heure. Oui, nous sommes le 22-02-22, c'est un palindrome. Ouais, on va faire ça avec Eva, on va faire un duo. Donc, les 2 prochains romans dont je vais vous parler, ce sont 2 thrillers français. Moi, j'ai toujours été très honnête avec vous par rapport à ça. J'ai beaucoup de mal à trouver mon compte depuis plusieurs années dans le thriller français. Et je trouve que
on patauge un petit peu tout le temps dans la même... C'est surtout la façon d'écrire, je trouve, c'est un peu la même façon de faire, etc. Et donc voilà, moi je vous ai toujours dit ça avec honnêteté, et du coup, je me dois aussi d'être honnête avec vous aujourd'hui, parce que les deux thrillers français que j'ai... On dirait que j'ai une oreille là. C'est quoi cette oreille de Winnie l'ourson qui me pousse là? Je me transforme! Je suis en train de me transformer en live. Mais qu'est-ce que c'est? Je me transforme en elfe. Bon, pas en elfe de maison, si possible. Non, mais qui a dit en troll? Non! Putain. J'ai kiffé. Je vais être honnête aussi avec vous. J'ai bien kiffé mes deux lectures d'Obi. J'ai bien kiffé ces deux lectures. Donc, tant mieux, hein, faut le dire aussi quand on aime. Donc, le premier que j'ai lu et beaucoup aimé, c'est Les Poupées d'Alexis Lepsker, donc chez Michel Lafon. Je vous avais déjà dit que son tome 1 et Avec votre esprit, j'étais passée à côté, j'avais pas trop aimé. Par contre, j'avais surkiffé son deuxième, Le Mangeur d'âme. Et donc, je ne savais pas trop comment aborder son troisième, Les Poupées, et j'ai beaucoup aimé. Franchement, cet auteur, je trouve qu'il a des idées super ingénieuses dans ses scénarios, dans les histoires qu'il propose, et j'ai été encore une fois bluffée. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai eu un petit peu peur au début, parce qu'on part dans une histoire ultra classique. Voilà, on va trouver des corps mis en... Mis en... Aidez-moi dans le chat. Mis en... Je trouve pas le mot. Euh, Bref, je crois que c'est 6 corps mis en scène, voilà, merci. C'est pour ça aussi que maintenant que je fais les bilans en live, hein, non, pas une mise en bouche, une mise en scène. Non, me faites pas rire, on n'est pas là pour déconner. Donc, 6 corps mis en scène, je vous laisserai découvrir comment, dans une vieille chapelle. On est dans les... On est dans les Cévennes. Bon, on est en France, hein, mais je sais plus dans quel... On est dans le sud de la France. Je crois qu'on est dans les Cévennes. Voilà, mise en scène dans une vieille chapelle avec un écrit biblique. Voilà. Le truc ultra classique, j'ai fait bon. C'est assez classique. Le duo de flics, on est avec un flic assez âgé, pas loin de la retraite, et une jeune psychologue qui a fait... voilà, qui s'est un petit peu intéressée à tout ce qui est profilage, etc. Et voilà, ce duo va se partir à la recherche de cet homme, enfin de ce tueur qui a fait ça. Mise en pli, mais arrêtez! Et du coup, voilà, on va suivre ça. J'ai eu un peu peur, c'était ultra classique, voire un peu cliché, voilà, dont je vous dis la mise en scène, machin. Et puis, alors heureusement assez rapidement, je sais plus, vers la page 80-90, nos deux enquêteurs vont avoir, en fait, il va y avoir une espèce de révélation par rapport à ce qu'ont en commun les victimes. Je m'attendais pas à ça. Je crois que c'est la première fois dans un thriller que je vois ça. Faudra que je me remémorise, mais je crois que c'est la première fois où je voyais ça. J'ai fait waouh! Ah putain, là c'est intéressant. Ok, c'est bon. C'était un peu long, 80-90 pages, mais là c'est bon, tu m'as chopé. Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi il choisit ces victimes-là. Je vais évidemment, même si ça arrive page 80-90, je vais vous laisser la surprise de découvrir. Je dis, ok, là, il m'a chopé. Et puis, on va avancer. Et puis, je vous le disais l'autre jour, dans mon top des thrillers psychopsychiatriques, on va partir comme ça, lentement, dans cette thématique-là. Je vais devoir aussi... rester très flou, parce que ça peut être vite spoilant, mais quand même, on peut dire qu'on part dans cette thématique un peu psychopsychiatrique par rapport au tueur, évidemment. Et en plus, je trouve que les personnages étaient très intéressants parce que on a ce truc que j'adore dans les thrillers, je vous le dis tout le temps. On a donc la voix des chapitres avec nos enquêteurs qui mènent l'enquête classique, mais on a aussi des chapitres avec la voix du tueur. Ça, je vous dis que c'est quelque chose que j'adore. Alors là, c'est sous le principe très classique du journal intime.
on lit le journal intime du tueur. Mais vous savez que j'adore ça dans les thrillers. Ça peut montrer toute la genèse du parcours du thriller, du parcours du tueur. J'aime beaucoup ça. Et il y a une troisième voie, assez incongrue, d'une femme qui a quitté Paris, qui est partie dans le sud, qui a acheté une vieille maison recluse dans les champs et qui est diseuse de bonne aventure. Et voilà, on va partir aussi dans un truc mystérieux où quand elle était petite, elle avait une espèce de don. Je vous laisserai deviner lequel, mais ses parents ont tout fait pour écraser son don et maintenant elle est diseuse de bonne aventure et elle va avoir des visions. Et voilà, on va donc osciller entre nos enquêteurs qui mènent l'enquête classique, mais rapidement vont découvrir ce qu'ont les victimes en commun. J'ai sûr. Alors peut-être que certains vont dire, oh, j'ai déjà vu ça. Moi, ça m'a transcendé parce que, et Dieu sait que j'en ai quand même dans le bagage, hein, dans le sac à dos des thrillers. Je crois honnêtement que j'avais jamais. Faudra que je réfléchisse, peut-être, mais ça m'avait pas marqué. Là, ça m'a marqué. J'ai dit, oh putain, waouh, ok. On a ensuite donc la voix du tueur sous son journal intime. C'est super intéressant. Ça crée une ambiance assez anxiogène. Et cette diseuse de bonne aventure, et tu te doutes qu'à un moment donné, les trois vont se rencontrer. C'était super bien fait. Il y avait vraiment des chouettes surprises. Alors, je sais pas si on est sur un coup de cœur parce que c'est au niveau de l'écriture. Voilà, l'écriture m'a franchement pas trop transcendée. Alors oui, est-ce que c'est quelque chose qu'on demande sur un thriller avec serial killer qui est une profondeur, une recherche dans l'écriture? Non, on est d'accord. Mais moi, je suis arrivée à un stade de mon parcours de lectrice où j'aime bien avoir ce petit plus. Et je pense que maintenant, pour que j'ai un gros coup de cœur, il faut vraiment que j'ai ce petit plus aussi dans l'écriture qui me transcende un peu plus, qui est une recherche, je sais pas, ça fait partie de ce qui me fait palpiter maintenant dans mes lectures. Oui, une bonne histoire, je le dis tout le temps, un livre, c'est avant tout une histoire. Là, on l'a, des personnages, le fameux Doha, hein, une ambiance, des personnages, mais quand même aussi, le D à la base du Doha, c'est de la densité et de la profondeur dans l'écriture, qui n'est pas forcément là. Mais je répète, est-ce que c'est ce qu'on attend d'un thriller avec serial killer? Non. Donc, on est peut-être sur un petit coup de cœur, je sais pas. Oui, Doha, D-O-A. Donc, je sais pas. Eva, si tu veux, je te le mets de côté pour cet été, oui, parce que avec Eva, on se voit les étés. Je te le mets de côté avec. C'est quoi l'autre que je devais te garder, Eva? Je sais plus. Il faudra que tu viennes me voir en MP me dire. Donc voilà. Vraiment un très très chouette moment de thriller avec serial killer que je peux vous conseiller. Il y a des chouettes petites surprises. Et voilà, le tout est bien empaqueté, la fin, et voilà, c'est cool. J'aime bien. Tu as vraiment l'impression d'avoir lu un truc fini, cadré. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et dans le même genre, donc deuxième thriller français que j'ai lu et que j'ai bien aimé, c'est 30 secondes de Xavier Massé. Donc, vous savez, c'est ces petits thrillers de moins de 300 pages que nous sort les éditions Tornada. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on va partir dans une thématique qui me hype de malade. Donc, on est avec Billy. Alors, ça se passe aux États-Unis. Je sais qu'il y en a qui ont critiqué plus ou moins Xavier Massé parce qu'il avait posé. Voilà, pourquoi les Français posent souvent leur histoire aux États-Unis. Bon, c'est un choix. Là, non, Alexis, il est resté en France. Xavier, il a voulu faire ça. Après, c'est normal, son personnage principal est quarterback foot américain. À placer en France, c'est un peu compliqué. Et donc justement, on est avec Billy, qui est un futur grand, je ne sais plus, il a 22, 23 ans, un futur grand quarterback donc d'une équipe de football américain. Et le roman commence où, alors qu'il va pour planter le point le plus important de la partie, il a un choc, mais terrible, avec un autre footballeur. Mais vraiment un choc, horrible. Et il va se retrouver à l'hôpital. Et le problème, c'est qu'en se réveillant, il va avoir à la fois des pertes de mémoire, des blackouts, voilà, vraiment des trous noirs. Il se rappelle plus trop de rien. La seule chose qu'il se rappelle, c'est il lui semble qu'il a eu un accident de voiture avec Tina, sa petite copine.
Et quand il se réveille, il demande qu'est-ce qui s'est passé avec Tina, où est-elle? Est-ce qu'elle est blessée? On lui dit mais non, mais vous étiez seule dans la voiture. Il dit mais non, c'est pas possible, j'étais avec ma petite amie, etc. Et donc voilà, on va partir dans cette thématique très floue où on va osciller entre rêve et réalité, perte de mémoire, est-ce que c'est vraiment... Voilà, plein de choses comme ça. Là, je vous ai vraiment parlé du tout début. Je vais omettre de vous parler d'une personne qui va vite intervenir dans cette histoire. Je vous laisse le découvrir. Ça fait partie quand même aussi des découvertes. On est quand même sur un petit roman à 240 pages. Et alors, j'ai franchement beaucoup aimé. Alors là aussi, j'ai rapidement compris que niveau écriture, il fallait pas trop en attendre. Mais pareil, est-ce que c'est ce qu'on attend de ce genre de thriller-là? Non, je suis pas sûre. J'ai beaucoup aimé. C'était aussi, je pense que l'auteur a dû faire pas mal de recherches par rapport à ça, au problème de mémoire, au problème de tout ce qui est le stress post-traumatique dû à un choc comme ça. C'était franchement très bien. Il y a un côté vraiment psychopsychiatrique aussi très bien géré par l'auteur. J'ai adoré ça. Pareil, quand on est comme ça dans un truc très brumeux, très un peu fantasmagorique, moi, il faut rapidement que j'ai un pied en la réalité. Ça arrive très rapidement, heureusement. Je vous dis, avec l'arrivée d'un personnage, voilà, qui va expliquer des trucs à Billy. J'ai adoré. Ouais, franchement, Nat, comme toi, j'ai adoré. Ça passe super bien. Il y a un rythme de gueudin. Il se passe des choses à chaque chapitre. Il y a un côté très... alors, ça sera peut-être le petit défaut, mais ça vient de moi. J'ai beaucoup pensé à des films, moi, en lisant ce bouquin. J'ai beaucoup pensé à Memento. J'ai beaucoup pensé à The Machinist. Voilà, j'ai beaucoup pensé à tous ces films qui ont abordé cette thématique de la mémoire, des blackouts, de perte de la réalité. J'ai beaucoup pensé à ça. Mais l'auteur a quand même réussi à trouver son truc d'originalité. Ça m'a vraiment bien plu et j'ai pas vu passer les pages. C'est hyper addictif. Franchement, c'est hyper prenant. On est à fond avec Billy. On est vraiment à fond avec Billy dans la recherche de ce qui s'est passé, de la réalité. Et bim, la révélation finale. Ouais, moi, je me la suis bien mangée quand même, hein. Je m'attendais pas du tout. Comme quoi, t'as beau avoir vu beaucoup de films, de livres là-dessus, on peut encore te piéger. Et là, Xavier Massé, il a vraiment réussi. Même si je me demande si je trouve pas la couve un peu spoilante. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai adoré. Voilà. Moi, je peux que vous le conseiller. Pareil, je vais un peu le comparer avec les poupées. Je sais pas si on est sur un coup de cœur parce que j'ai pas eu ce petit plus niveau écriture. Ça aurait pu être encore plus dense niveau écriture, mais pareil, est-ce que c'est ce que c'est qu'on attend par rapport à ça? Non, je pense pas que c'est ce qu'on attend, mais voilà, franchement, je trouve que c'est deux thrillers français vraiment qualitatif. Là, on sera plus sur du serial killer. Là, on sera plus sur de perte de la réalité, le faux du vrai, etc. Donc, choisissez votre team. Mais franchement, j'ai passé un super moment avec les deux. Je dois le dire aussi, hein, quand le thriller français arrive à me contenter. Et là, ça a été le cas. Je me suis régalée avec les deux. Ah, moi, j'avais pas aimé avant d'aller dormir. Ah, je suis pareil, Nat. J'avais pas aimé. Donc, voilà. Team les deux, Mac. Bon, bah écoute, t'as les deux à lire. Voilà. Et donc, on en arrive aux deux bouquins où je vais en chier des fameux ronds de carottes pour vous en parler. Voilà, voilà. Donc, on va peut-être commencer par celui où ça va être le plus facile de vous en parler. Donc, j'ai lu, ben tiens, elle est ici, je l'ai vue tout à l'heure. J'ai lu avec Léa, ici présente. Nous avons lu ensemble L'archipel des larmes de Camilla Greb, donc c'est le 4e opus de l'autrice. Est-ce que, ouais, vive les carottes, sortez vos carottes. Est-ce que, donc on pose tout le temps la question, est-ce que c'est mieux de les lire dans l'ordre? Oui, c'est toujours mieux de les lire dans l'ordre, mais c'est largement possible de les lire en one shot. Honnêtement, là, il y a un petit rappel de ce qui est arrivé aux deux personnages centraux dans L'ombre de la baleine. C'est très succinct, c'est très court, ça vous spoil un peu L'ombre de la baleine, mais ça va, les deux resteront lisibles sans que vous ayez eu l'un ou l'autre. Voilà.
C'est ah Eva, toi t'aimes pas. Le 2, c'est euh, le journal de ma disparition. C'est ça. Alors après, Camille Greb, ça le fait ou pas. Donc on est dans du policier. C'est vraiment attention. Hein. C'est pas du thriller. Hein. C'est vraiment du policier nordique. Suède. C'est suédois. Et je vais en baver. Je vais en baver parce que je pense que j'ai dans les mains un des romans policiers dont la fin m'a le plus scotché. Honnêtement, je m'attendais pas à cette fin. J'adore ce genre de fin-là avec un énorme message. En plus, très, c'est pas pour le dire, hyper féministe comme j'adore chez Camille Agreb. Waouh, moi honnêtement ça m'a trouvé. J'ai eu un peu la même sensation quand j'ai terminé Je ne suis pas un monstre. Ça m'a donné une leçon. Voilà. Tiens, ma cocotte, toi qui veux un peu idéaliser sur le truc des serial killers, tiens, prends-toi ça dans la gueule et regarde là qui est le tueur. Et voilà, c'était waouh. Moi, la fin, elle m'a scotché, je m'y attendais pas. Vraiment, la morale de cette histoire, la rirette. Non, la morale de cette histoire, elle est vraiment d'une intelligence, d'une ingéniosité, d'une beauté. Je ne vais pas dire ça, il y a quand même eu des meurtres, mais voilà, d'un à-propos magnifique, vraiment, voilà, qui m'a scotché. Le problème, là, vous dites, putain, mais alors Sèvres, c'est une claque. Non, c'est pas une claque, parce que le problème, c'est le choix narratif qu'a fait l'autrice dans cette histoire. Elle a donc, on est sur une histoire de meurtre qui va se dérouler sur à peu près 70-80 ans. Donc, ce qui est assez quand même déjà original. Moi, j'ai rarement lu ça. Et voilà, c'était vraiment un choix qu'elle a fait de raconter un truc sur 70 ans. Le problème, c'est que du coup, qu'est-ce que ça a été long. Qu'est-ce que ça a été long, honnêtement, voilà, Léa qui... Arrête de dire des bêtises, Léa, parle de l'archipel des larmes. Avec Léa, voilà, on le lisait ensemble, on disait, oh, c'est long, c'est redondant, donc on démarre dans les années 40 avec le premier meurtre, et on continue, et machin, 50, 60, c'était hyper redondant. Honnêtement, c'est la première fois que dans un Camille Agreb, j'ai vraiment cette sensation de... C'est long, accélère un peu, Camilla, s'il te plaît, c'est long. Après, maintenant que j'ai l'entièreté du bouquin en tête, je dis, mais est-ce qu'elle aurait pu faire autrement? Ben non, parce qu'elle nous parle d'une série de meurtres sur 80 ans, et si la fin, elle te claque à la fin, si la fin te claque à la fin, c'est parce qu'il y a eu tout ce cheminement, justement, mais je peux pas oublier, honnêtement, malgré cette fin, je peux pas oublier tous les moments qui ont été quand même longs. Ouais, Léa, en plus, c'est ça, à chaque début où on va rencontrer d'autres personnages, elle fait un petit rappel d'avant et ouais, c'était lourd. Je suis d'accord avec toi, ça a été parfois un peu lourd. Moi, je crois, alors je suis absolument pas là pour donner de leçons d'écriture à Camille Agreb, mais je me demande si ça aurait pas été plus judicieux de faire une alternance, parce que du coup, quand on arrive dans les années 20, on retrouve le personnage de Malin. Voilà, cette femme flic qu'on retrouve dans les tomes précédents, dans Journal de ma disparition, L'homme de la baleine, etc. Du coup, on la retrouve qu'à la fin. Est-ce que ça aurait été pas plus ingénieux de démarrer avec Malin et faire un système de passé-présent? Voilà, de suivre Malin qui mène son enquête. Donc, on découvre un corps sous un bâtiment en construction. On va découvrir un corps. On se rend compte que ça fait longtemps qu'il est là. Et voilà, mais ça, on le découvre qu'à la fin. Il y aurait pu avoir une alternance comme ça je sais pas, de chronologique. Là, c'était trop long. C'était trop long, les années 40, les années 50 en Suède, et puis faire tout un topo sur la situation. Alors oui, c'était important, la situation des femmes en Suède, etc. Mais c'était long, c'était franchement long. Je peux pas dire que honnêtement les 2/3 du bouquin m'ont paru long. Les 2/3, c'est quand même long dans un bouquin. Même si cette fin
majestueuse qui, je vous rappelle, fera partie, je pense, dans mon top 5 des meilleures fins. Ouais, moi aussi, c'est les années 50 et 60 que ça a été long, Léa, moi aussi. Voilà, même si cette fin fera partie maintenant de mon top 5 des meilleures fins de romans policiers, ça ne me fait pas oublier l'ennui que j'allais dire subi, ouais, que j'ai quand même subi moi dans ma lecture pendant un bon 2 tiers du bouquin. Voilà, alors, c'est sa façon de faire à Camilla, d'exposer comme ça son histoire très longuement. Peut-être c'est comme ça qu'elle fait le mieux pour que la fin t'explose à la gueule. Je pense que oui, c'est largement probable. Mais il y avait moyen, je ne sais pas, par un autre jeu narratif, de, de rendre le truc plus addictif, moins ennuyeux. Voilà, moins ennuyeux, plus prenant, avec, je pense, ouais, un jeu. Alors oui, oui, GG Booking, tu dis, ce jeu passé-présent, c'est un peu trop banal, oui. Ben moi aussi, Léa, j'avais pas ressenti ça avec les précédents, avec l'ombre de la baleine notamment. Euh, mais voilà, donc je sais pas quoi vous dire. Je pense que globalement, j'ai kiffé. Parce que j'aime vraiment cette autrice. J'aime tellement le message de fond qu'elle montre. Il est tellement énorme, important, essentiel, d'une intelligence, d'un à-propos extraordinaire. Honnêtement, c'est celle qui, moi, je trouve, hein, qui, peut-être avec Louise May en France, vraiment, je les rapprocherai. Si vous kiffez Louise May, lisez Camilla Greb. Mais ça a été long, quoi. Ben, GG Booking, tant mieux si toi tu les as pas trop ressentis, ces longueurs-là, donc voilà. Et oui, du coup avec Léa, on va lire, je sais plus où je l'ai mis, bref, on va lire le dernier, voilà, le dernier Camilla Greb, je crois qu'on s'était fixé au week-end prochain, voilà, ce week-end là, on lit le dernier. Ah oui, non, mais franchement, Cyrielle, si tu as l'occasion, lis Camilla Greb. De la même manière que je vous dis, lisez Louise May par rapport au message de fond, par rapport aux femmes, etc., la violence faite aux femmes, je te dirais la même chose pour Camilla Greb. Le tome 2, elle est spécial, Léa. Elle a plus accent... Léa, Eva. Le tome 2, elle a plus voulu montrer un fait historique. Je sais pas où t'en es par rapport à... saute peut-être à l'ombre de la baleine. Eva. Mais celui-là, je te le mettrai peut-être, Eva, dans le packaging là, que je te donne cet été. Je te mettrai peut-être celui-là, peut-être qu'il peut te plaire. Voilà. Donc voilà, on lira avec Léa ce week-end son dernier. Et puis, pour terminer ce bilan lecture, je vais vous parler d'un livre assez extraordinaire quand même, d'une originalité folle. Oui, Elsa. Ah bah Elsa, t'es là, c'est bien, tu vas pouvoir... Ah, c'est con que tu peux pas venir avec moi, tiens, on en aurait parlé toutes les deux. Donc Elsa, on en a parlé vendredi dans le live participatif. Donc, Piranèse de Susanna Clark chez Robert Laffont, donc qui est sorti il y a 4-5 mois, en octobre, voilà, suite aux chroniques dithyrambiques qui sont sorties ces dernières semaines. Je suis allée gratter à Robert Laffont et il leur en restait un SP, donc ils me l'ont envoyé. Quelle lecture! Quelle lecture! Alors, je l'ai fini il y a 7-8 jours, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être une semaine. 6 jours. Je pense encore beaucoup à ce roman, ce qui est déjà un signe plutôt positif. J'y pense beaucoup. Alors, c'est vraiment typique le genre de bouquin, quand tu le fermes, tu te dis waouh, ok, putain, qu'est-ce que j'ai lu? C'est bon, c'est pas demain que je vais en relire encore un comme ça. Et quand tu es un gros lecteur comme moi, où tu engranges plus de 200 lectures par an, quand tu as cette impression, enfin, quand tu refermes le bouquin en disant « Ouais, quand même, là, j'ai lu un truc hors norme », c'est déjà un gros plus. C'est déjà un gros plus. Mais alors, il était vraiment hors norme. Moi, c'est vrai que je suis là, je prends mon job là, que je fais avec vous pour essayer de vous guider. Voilà, Piranèse, est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce qu'il n'est pas fait pour moi? Est-ce qu'il pourrait me plaire? On est, ah ben non, c'est un service presse, j'ai pas le prix, donc voilà, on est quand même sur un certain prix. Et oui, Léa, je sais que vous êtes certains à hésiter, et là, le problème, moi, que je vais avoir ici, c'est je sais pas
si je peux vous le conseiller, parce qu'il est tellement hors norme. Alors clairement, je vais bientôt vous tourner le top, on me l'a demandé, hein, le top de mes lectures hors normes. Voilà, ça je sais qu'on me l'a demandé. Je pense que je le mettrai dedans. On est d'accord, Elsa, ça va vraiment pas plaire à tout le monde parce que le côté fantastique de ce roman est très présent, hein, c'est la patte de Susanna Clarke, hein. Et donc, c'est franchement pas évident. Est-ce que vous allez être sensible à certaines choses? Je suis d'accord, Magda, moi je suis d'accord. Faut risquer, faut tenter, peut-être en emprunt dans des bibliothèques, le trouver. Ah ben, je crois que c'est celui-là, Eva, que je devais te mettre, non? Excusez-nous, on a un pseudo. On a des pseudos MP ici avec Eva. Je crois que c'est celui-là, Eva. Et voilà, tentez-le si vous pouvez, en occasion, en achat de seconde main, en emprunt. Donc dans ce roman, on commence avec donc un jeune homme, il a la trentaine, il s'appelle Piranèse et il vit dans un énorme palais, une énorme maison palais avec plus de 800 pièces énormes et chaque pièce renferme surtout des espèces de micro-océans. Et chacun ont des marées montantes, descendantes. Alors ça permet à Piranèse du coup de pêcher, il se nourrit surtout de poissons. Et donc nous on suit Piranèse dans les couloirs de ce palais où il y a notamment 3 étages. Le rez-de-chaussée où il va pas souvent, parce qu'il y a trop de marée. Lui il est surtout au premier étage. Le deuxième étage il y va de temps en temps parce qu'il y a là-haut des squelettes, notamment 5-6 squelettes qu'il va voir, un jeune squelette d'une enfant, un vieux squelette, voilà. Et lui, il va surtout aller comme ça de pièce en pièce dans chacune de ces pièces où il y a notamment énormément de statues, là, notamment la statue d'un faune qui fait chut, comme ça, chut, voilà. Et Piranèse, il note tous les jours ce qu'il voit, les marées montantes, les machins. Et les mardis et jeudis après-midi, il va rencontrer l'autre. L'autre, c'est un autre homme qui vit là. Et il ne se rend compte que les mardis après-midi et les jeudis après-midi, ils ont des conversations assez étranges. Mais maintenant que tu sais le truc, oui, voilà. Et du coup, voilà, ils vont le rencontrer et l'autre va lui dire attention, il y a une autre personne dans le palais, numéro 16. Voilà, ce personnage s'appelle numéro 16. Il ne faut pas que tu l'écoutes, il ne faut pas que tu le crois. Il va te dire des choses par rapport à où on est, qu'est-ce qu'on fait là. Ne le crois pas, ne l'écoute pas. Et voilà, Piranèse va devoir faire des choix. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que le roman fait à peine 290 pages. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Et donc nous, on est là avec Piranèse. Alors, je vous cache pas que le début... Alors c'est marrant parce que je sais qu'Elsa nous disait qu'au contraire, le début, c'est ce qu'elle avait kiffé, tout ce côté vraiment fantasmagorique du palais, la beauté du palais, tout ce qui tournait autour des statues, machin. Moi, ça m'a pas trop parlé. Vous savez que moi, voilà, la mythologie, la poésie. Donc moi, je vous avoue, les 100 premières pages ont été assez compliquées. Parce que je peux pas m'empêcher, je vous en parlais tout à l'heure, quand on est... Non, il n'était pas très factuel celui-là, il se moque de moi. Il n'y avait pas de palindrome non plus dedans. Voilà, moi quand je suis dans un monde comme ça, je peux pas m'empêcher de vite vouloir des indices, des choses, des informations pour me raccrocher à quelque chose de réel. Ça arrive, voilà, je ne vais pas vous dire à quel moment, parce qu'il paraît qu'on m'a dit, attention, des fois c'est spoilant, Sève, quand tu dis qu'à telle page ça arrive, donc je ne dis pas. Ça arrive, des éléments pour nous raccrocher au réel arrivent. Je crois que c'est pour moi le meilleur moment du bouquin, quand voilà, on a grosso modo un article de journal, on te dit, oh, j'ai fait waouh, non seulement, ça y est, on raccrochait les wagons à un truc, une histoire réelle, machin, mais en plus, dans cette thématique-là, une thématique, je ne vais pas pouvoir non plus trop en parler, mais assez psychopsychiatrique aussi, sur l'enfermement, sur la domination mentale, etc. Voilà, tous ces trucs-là que moi, j'adore. Et j'ai dit, waouh, c'est trop bien. Alors là, j'étais au paradis. J'ai dit, c'est bon, là, waouh, elle m'a chopé, je vais surkiffer.
C'est génial, on raccroche les wagons à un truc réaliste, on n'est plus dans voilà tout le côté un peu fantasmagorique, moi qui m'a fait penser à un peu Alice au pays des merveilles, hein, Suis le lapin blanc, voilà, c'était un petit peu ça. Voilà, là on raccroche les wagons, un truc réaliste, une histoire de waouh, trop bien. Et puis, dans la dernière partie, l'autrice a fait un drôle de choix, mais qui peut-être fait que ce livre est d'une originalité folle. Je sais pas comment elle s'est démerdée. À la fin, il y a deux, il y a deux chemins qui se font. Il y a un chemin qui va rester, une possibilité de fin de chemin qui va rester très réaliste pour peut-être les personnes comme moi. Et là, c'est le drame un peu. Voilà, pour garder, raccrocher les wagons à un truc hyper réaliste. Mais elle garde sous le coude une autre fin alternative où on reste dans ce truc assez fantastique de cet autre monde qui existe dans cette maison. Et donc elle aussi. Et du coup, pour moi, c'est tendancieux parce que j'ai adoré qu'elle me propose cette fin réaliste, mais j'ai pas aimé, moi, qu'on reste dans un truc fantastique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis un peu le cul entre deux chaises, mais c'est incroyable quand même comment cette autrice, moi, j'avais jamais vu ça. Alors, dans des films, j'ai vu des fins alternatives, mais comment? Moi, j'ai jamais vu ça. C'est champion du monde quand même. Ah, oui, ça m'a fait penser aussi à Cosmologie de monstres, tout à fait. Euh, Comment elle arrive dans un même récit à proposer comme ça deux choix de chemin selon ses lecteurs. C'était incroyable. Rien que pour ça, quand j'ai fermé le bouquin, j'ai dit waouh, mais putain, faut être sacrément ingénieux quand même pour proposer ça. Alors du coup, je sais pas, ben, c'est ce qu'elle me disait Elsa, c'est que du coup, elle, comme elle est plus fantastique, ben, elle aussi, elle a été déçue du coup de ce truc réaliste. Vous voyez, ce truc de je laisse le cul entre deux chaises, c'est un peu tendancieux du coup. Moi, je crois que c'est peut-être à cause de ça que c'est peut-être pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un coup de... Non, je vais pas vous demander un coup de quoi, mais il va encore avoir des bêtises dans le chat. Un coup de surprise, je sais pas comment vous dire, ça a été vraiment quand même une lecture hyper surprenante. Je sais pas, moi ça a été vraiment vraiment surprenant, mais très très compliqué euh, à conseiller. Je sais pas si c'est un choix de... Je pense pas que c'est un truc pour plaire à tout le monde. Je crois que ce qu'elle a voulu montrer, ben regardez les gars, on n'est jamais... on n'est jamais sûr de rien, tu vois ce que je veux dire? Non, non, je pense pas que c'est pour dire, bon allez, je vais contenter mes lecteurs réalistes et je vais contenter mes lecteurs fantastiques. Non, non, ça colle, hein, le- les deux chemins restent croisés dans l'histoire, ça colle quand même, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est très déstabilisant, mais c'est très intelligent. C'est une lecture quand même très marquante. Ben, Emma, tu me dis que je t'ai convaincue. Voilà, je répète quand même. Attention, le côté surréaliste, fantasmagorique, très, avec le côté assez mythologique des statues, etc., est très présent. C'est pas vraiment comme le Horla, c'est spécial. C'est plus... Parce que moi, dans le Horla, pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment l'auteur qui parle de sa folie et qui a vraiment des hallucinations, etc. Pour moi, il y a pas photo, il n'y a pas de côté fantastique dans le Horla. Pour moi, il est vraiment... Là, c'est plus tendancieux. C'est vraiment plus... C'est moins clair et net. C'est plus... je laisse l'option des deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas, je vous dis, si vraiment vous croisez sa route en occasion, en emprunt, un copain, une bibliothèque, n'hésitez pas quand même, parce qu'il est vraiment... honnêtement, par contre, faut s'accrocher au début, quoi. Parce que voilà, je vous disais, la narration, c'est un peu spécial. C'est assez monotone. Voilà, le début est, je trouve, assez monotone. Il va comme ça. Je sais pas si vous voyez la narration au début. Il dit dans quelle pièce il rentre. Voilà. 29e jour du 5e mois de l'année. Arrivé dans les salles Est-Ouest. Après, voilà, les pages d'après, il parle d'autres salles. Voilà, donc c'est... voilà.
Peut-être Emma. Après, moi, je suis pas trop. Je gère pas trop tout ce qui est littérature du fantastique, donc j'espère ne pas avoir dit trop de conneries. Mais j'aime bien quand même m'y aventurer comme ça. Et j'ai tellement adoré l'explication narrative. Moi, là, par contre, j'ai eu un slip, hein. Honnêtement, quand j'ai lu ce truc-là de l'article de journal et où on partait et machin, j'étais dans un slip. J'ai dit, moi, c'est trop bien. Et puis la fin, voilà. Donc, je sais pas. C'est très compliqué. Ouais, si vous avez quand même cette curiosité littéraire, allez-y quand même. Tentez-le parce que je trouve qu'il vaut le coup quand même. Il vaut le coup. C'est très bien écrit, c'est très beau, c'est très intelligent. Donc voilà. C'est très compliqué par contre. C'est très compliqué pour nous autres pauvres blogueurs à en parler. Donc voilà. Après, je répète, je suis pas peut-être moins que. Je sais que c'est Cornelius et Paper Palace qui l'ont surkiffé, mais eux, ils gèrent tellement trop bien la littérature de l'imaginaire, la littérature du fantasy, fantastique. Ils ont tellement un plus gros bagage que moi. Je pense que ils se sont plus facilement accaparés les codes du genre, le code de l'histoire. Et je sais que voilà. Donc sachez que pour des gros fans de fantastique, fantasy et de la littérature de l'imaginaire, ça a été un gros coup de cœur pour eux. Je pense, je répète, à Cornelius, Paper Palace. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos si vous voulez. Allez lire leur chronique. Ils ont un coup de cœur monumental. Je crois même que Cornelius a dit que ce sera indubitablement, sûrement, une de ses meilleures lectures de l'année. Donc voilà. Eux, ils ont eu un gros... Parce que je pense, ouais, ils manient mieux les codes, mieux, voilà, que moi. Et j'ai mon oreille d'elfe qui revient. Ben oui, on parle de littérature, de l'imaginaire. Donc mon oreille, elle revient. Les petits Ewoks. Bref, voilà, honnêtement, là, j'allais dire, si je vide mon cerveau, c'est pas très compliqué. Waouh, quand même, j'en garde un souvenir assez mémorable de cette lecture, d'aucune autre pareille. Aucune autre pareille, et ça déjà, c'est déjà énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à lire aussi tout ce qu'a dit Elsa qu'il a lu aussi, hein, et ou revoir ce qu'on en a dit vendredi dernier. Donc voilà mon humble avis de femme qui lit pas trop de fantastique dans la vie. Donc mes lectures actuelles sont, donc j'en ai deux en parallèle. Je suis d'abord avec, donc hier, dans le Read With Me du lundi, nous avons commencé ensemble American Noir d'Omar El Akkad. Alors, je suis pas de ouf derrière, je vous avoue, pour l'instant. Je sens. Mais hier, j'étais franchement pas bien. J'étais à la fois fatiguée, à la fois très mal aux yeux. Et, du coup, j'étais pas dans un bon mood de lecture. C'est peut-être pour ça, mais quand même, je trouve un peu long à se mettre en place. Voilà, mais bon, on n'est pas je sens. Et sinon, j'avais commencé dans l'après-midi Mon mari de Maud Ventura. J'ai pas avancé beaucoup, hein. Je crois que je suis page 40. Ouais, je suis page 41. Je suis pas transcendée non plus pour l'instant, mais pareil, c'est que page 40, donc voilà, pour ces deux-là, on va attendre que j'avance un peu plus. Je sais pas, je sais pas, peut-être finir Mon mari d'abord. Et non, c'est pas vrai, c'est faux, j'ai pas dormi hier. Vous avez pas de preuves, c'est pas vrai. Donc voilà, vous retrouverez en tout cas ces deux-là dans un prochain lecture et puis après on verra vers quoi on va aller. Voilà, sur ce, j'en ai terminé quand même 1 heure pour voilà, c'est 7 romans. J'espère que, je répète, moi ici, mon job, c'est d'essayer de vous guider. J'y vais pas, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Ah non, ça, je vais pas aimer. Ah, peut-être que moi, ça, je vais aimer. Voilà, c'est vraiment l'objectif final ici, c'est ça, hein. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que le fait d'être avec les copains, ça vous a plu aussi. Et voilà, peut-être vous avoir donné des idées de lecture. Sur ce, je vais vous laisser. Alors, on se revoit très vite. Puisque je pense que on se revoit jeudi. Je vais tourner la vidéo demain, mais je la mettrai en ligne jeudi. Donc, demain, ici même, sur Twitch, encore une fois, avec les copains, à 14h.
Salut ODH, je t'avais pas vu. Nous allons tourner ensemble en live la vidéo, les sorties thriller de mars. Je trouvais ça aussi peut-être que ça serait une bonne idée de faire cette vidéo en live parce que ça pourrait créer de vachement chouettes interactions avec vous pour chaque titre que je vais vous présenter. Moi, vous dire évidemment ce qui me hype dans la lecture et peut-être merci Ardina, et peut-être ce que, ben voilà, vous aussi, ouais, non, celui-là il me tente pas, ah ouais, il me tente aussi. Je trouve que ça peut être super judicieux de faire ça en live. Donc du coup, jeudi après-midi, je voulais le faire jeudi après-midi, mais finalement j'ai un rendez-vous médical à 15h, ça va me couper l'après-midi. Donc on va le faire demain, parce que le mois de février se termine tôt, hein, se termine le 28. Donc voilà, 1er mars va vite arriver. Donc, on la tourne demain ici même sur Twitch avec les copains. Donc, si vous voulez voir en live, pas de souci, c'est encore demain à 14h. Et par contre, vous aurez le replay YouTube jeudi matin. Voilà, on fait comme ça. Et ouais, ça a été compliqué, ça va, j'ai réussi à me concentrer. Ah ouais, non, mais franchement, la vidéo bilan, vous le savez, je prends pas de notes, je fais tout en one shot. Mais ça va, je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur chacun des bouquins. Sur ce, je vais arrêter là l'enregistrement de la vidéo YouTube, mais nous, on va continuer à papoter avec les copains sur Twitch. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, on se retrouve ici sur YouTube jeudi matin pour les sorties thriller de mars. Et sinon, samedi pour du coup la fameuse vidéo, la récap de la semaine. Je vous laisse, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ici, Instagram, il est bien ce livre, le groupe Facebook et la chaîne Twitch où nous sommes là. Je vous remets le lien en barre d'infos. Je vous laisse et surtout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'avoir de très très bonne lecture. Bye bye.